Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure 100% Alsace, 100% régionale. Dans l'actualité, Steve Valent, organisateur d'un championnat d'Europe de K1, avec la nouvelle génération, notamment ce boxeur qui sera sur notre plateau Akram à midi, membre de l'équipe de France. Valérie Zago nous raconte les terroirs et ce soir, elle parlera du cru d'Engelberg. On racontera nos aînés avec Fabrice Sielé et des appels à projets que fait la Fondation Age. Il y aura également les humeurs de Mathieu Chanvillard. Avant cela, c'est le JT. Anna Britz. Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, à J-1 des marchés de Noël, direction Strasbourg et Colmar pour assister aux derniers préparatifs. Une première mondiale en matière de chirurgie des cancers de l'appareil digestif, cela se déroule à Strasbourg. Et puis zoom sur la culture de maïs dans le Haut-Rhin à l'occasion du Congrès national du maïs qui se tenait à Mulhouse. J- donc avant l'ouverture des principaux marchés de Noël, dernière décoration, derniers préparatifs et puis surtout derniers ajustements en matière de sécurité. À Colmar, le maire Gilbert Meyer et le préfet du Haut-Rhin ont fait le point en début de matinée sur le dispositif. Pour éviter des attaques de voitures béliers notamment, des blocs de granit viendront renforcer les mesures déjà en place, comme la titanisation du centre-ville et les fouilles. On écoute tout de suite le préfet du Haut-Rhin. Tirons parti de l'expérience des années précédentes. Nous avons une mobilisation qui est soutenue et qui nous verra en tout cas bénéficier du renfort de militaires de l'opération Sentinelle qui viennent s'ajouter aux forces de police nationale, aux forces de police municipale, à la société de sécurité privée qui, ensemble, assurent la sécurité sur les voies publiques du centre-ville à Colmar pendant les marchés. Les risques sont nombreux, mais nous avons été instruits, hélas, par l'expérience d'autres villes en France et en Europe, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au maire et obtenu que la protection de la place Rapp au centre de Colmar soit renforcée cette année par des obstacles supplémentaires qui ont été mis pour empêcher l'intrusion de voitures béliers. Et pour aider à financer les 250 000 € nécessaires à ces mesures de sécurité, les propriétaires qui louent un appartement via Airbnb seront priés de mettre la main au porte-monnaie. On écoute Gilbert Meyer, le maire de Colmar. C'est nouveau puisque à la date d'aujourd'hui, ce sont les professionnels qui participaient au financement du coût de la sécurisation. Et comme la fréquentation Airbnb est en nette augmentation, naturellement, nous avons cherché à les associer à ce financement. Mais les marchés de Noël, ce n'est pas que de la sécurité. Évidemment, Cécile Motz s'est promenée dans les rues de Colmar où les préparatifs vont bon train parmi les exposants du marché. Cet après-midi, c'était déjà l'effervescence dans les rues de Colmar. Les commerçants sont tous dans les starting blocks. Dernière boule, dernière guirlande à démêler ou encore dernier morceau de scotch à placer. Chaque année, ce sont 1 500 000 touristes qui viennent au marché de Colmar. Alors tout doit être fin prêt pour le coup d'envoi demain matin. Place des Dominicains, l'ambiance est au beau fixe. Aujourd'hui, l'objectif, tout simplement, c'est de vraiment s'occuper de tout ce qui est garnissage des chalets, mise en avant des produits. Là, je suis en train de mettre nos boules en exposition. Alors, nous sommes en train d'achalander notre cabane de Noël. Et mine de rien, même si l'espace est réduit, cela fait pas mal de travail. Donc, nous installons dans les panières, nous allons essayer de faire une jolie cabane. Un peu plus loin, place Rapp, même ambiance. Aux abords de la patinoire, les manèges côtoient les cabanons et c'est aussi l'heure des dernières vérifications. Là, on est en train de terminer la décoration sur la chenille, sur le chalet, sur le carrousel bar. On va faire les tours d'essai sur les différents manèges pour voir que tout fonctionne bien. Là, il y a plutôt la nourriture qui va arriver, on va préparer nos vins chauds. Rendez-vous demain à 10h pour découvrir Colmar dans ses habits de lumière. Les 6 marchés de la cité alsacienne seront ouverts jusqu'au 30 décembre.
Et puis on referme cette page consacrée à Noël avec une halte. À Strasbourg, à côté des marchés de Noël, existent également des initiatives citoyennes, comme celle de la rue du jeu des enfants. Pendant tout le mois de décembre, elle accueillera les enfants, mais aussi les plus grands autour de jeux et d'animations, dans une ambiance très recyclage. Camille Roland. La rue du jeu des enfants portait bien son nom aujourd'hui. 300 étudiants en architecture se sont retrouvés sur ces pavés colorés pour imaginer et construire des décorations de Noël. L'occasion de dynamiser un peu plus cette rue du centre de Strasbourg, décidément pas comme les autres. Les commerçants, habitants et écoliers étaient de la partie. Comme le début de l'association et le début de la piétonisation et de la colorisation de la rue, où c'était vraiment un moment de partage, où quand on a peint la rue, les gens venaient peindre la rue avec les pinceaux, ils étaient contents. Et là, ça se passe pareil. La rue est un formidable terrain de jeu pour les jeunes qui ont organisé plusieurs ateliers avec des matériaux recyclables. Fils, bouchons, tasseaux de bois ou encore rubans, depuis la place de l'Homme de Fer jusqu'à l'église Saint-Pierre-le-Vieux. Au départ, on faisait plus des toiles d'araignée et de fil en aiguille, on a fini par faire des motifs assez sympas. C'est un peu comme les principes de dessin qu'on faisait au collège avec les dessins géométriques. On fait un trait, puis on le décale, on revient au point de départ et ainsi de suite. On travaille pas mal ensemble. La plupart se jettent les pelotes de haut en bas. Il y a un atelier ruban qui se déroule derrière moi où on suspend des rubans à 4,50 m du sol pour faire des guirlandes. Ce matin, il y a eu un temps d'expérimentation et de discussion avec les matériaux. On a fait des petits essais, des trucs comme ça. Et à la fin de la matinée, on a commencé à mettre en place et à tendre aux fenêtres parce qu'on a le soutien des habitants, donc ils nous ouvrent leur balcon pour qu'on puisse tendre, etc. Et là, on met en place ce qu'on a expérimenté ce matin et on charbonne finalement pour être prêt à 18h pour l'inauguration. Donc là, on a utilisé des tasseaux pour créer une forêt de sapins un peu imaginaire que les étudiants se sont appropriés en mettant des fils et des rubans. Les fils sont des fils biodégradables bien sûr et les bouchons. Donc sur le tableau de bouchons qui a été présenté précédemment, ont été récupérés auprès de l'entreprise Schroll, qui est une entreprise qui recycle des matériaux. Ces décors éphémères vont être visibles jusqu'au 31 janvier. Cette rue du jeu des enfants n'a donc pas fini de marquer le paysage urbain. C'est une première mondiale et c'est à Strasbourg. Il s'appelle Helios et il rend visible l'invisible. Utilisé dans les cas de cancer de l'appareil digestif, ce dispositif permet une chirurgie moins invasive grâce à un procédé dit de fluorescence, une technique qui améliorerait le diagnostic et le traitement des cancers colorectaux, qui représentent 20% des nouveaux cas de cancer chaque année en France. Reportage à l'Institut hospitalo-universitaire de Strasbourg, Fanny Kunz. Imaginez une chirurgie qui permettrait d'opérer des patients atteints de cancer de l'appareil digestif grâce à une technologie innovante et fluorescente. Le projet Helios vise à développer cette chirurgie du futur. Ce matin, le docteur et chercheur Michele Diana a présenté la technique d'imagerie par fluorescence qui permet une cartographie virtuelle de la paroi intestinale en temps réel. On va utiliser des fluorophores marqués, fluorescents, qui vont cibler la tumeur et pas le tissu sain. Donc ça va nous permettre de retirer l'intégralité de la tumeur et de respecter le tissu sain. Ce concept s'inscrit dans le concept émergent de médecine de précision, donc, qui est l'utilisation de l'imagerie du patient, de la robotique pour obtenir une chirurgie moins invasive, donc avec des temps de récupération plus rapides pour éviter une récidive, une rechute, une représentation de la maladie à distance. Le chercheur et son équipe ont développé un logiciel spécifique d'analyse d'images utilisé au bloc opératoire, comme ici, où il s'agit de réséquer une tumeur à un patient atteint d'un cancer du côlon. L'objectif étant de retirer le maximum de tissu atteint sans perforer certains tissus de la paroi abdominale, presque invisibles à l'œil nu et rendus visibles par le procédé de fluorescence. Une avancée technologique soutenue à hauteur de 900 000 € par la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.
nous avons été, à travers la Fondation ARC, à l'initiation de ce projet en termes de soutien financier. Il était dans un stade préclinique, il est en train de devenir clinique, et donc d'aller au-delà, l'objectif étant de faire la chirurgie la plus fine possible et la plus précise. Cette nouvelle approche devrait permettre d'atteindre une précision de geste inégalée en proposant aux patients un retour post-opératoire au risque limité. À Paris, le congrès des maires de France s'achève aujourd'hui dans un contexte toujours tendu et de malaise parmi les élus locaux. Hier, 2000 d'entre eux étaient invités à l'Élysée. Nora Boirio y était. Une invitation déclinée par certains, mais attendue et commentée par tous. Hier soir à l'Élysée, quelques 2000 maires ont répondu à l'invitation d'Emmanuel Macron. Parmi eux, Bruno Kuhn, maire d'une commune de 2700 habitants, Ilsenheim, dans le Bas-Rhin. Je suis satisfait de son discours, et je l'ai dit, c'est de par sa sincérité et par sa franchise. Parce que lorsque le président connaît la problématique, c'est aussi là qu'il sait les résoudre. Et même s'il n'a pas la baguette magique pour le faire, et ce n'est certainement pas lui qui va tout faire, mais je pense que c'est déjà un début, et c'est ça l'essentiel d'un président, déjà de connaître son pays. Dans le discours d'Emmanuel Macron, peu d'annonces, mais l'intention de rassurer les élus locaux. Un signe positif pour François Béringer, maire de Bloedelsheim. Venant du président, c'est plutôt une bonne chose qui s'exprime de cette façon. Par contre, la réalité quotidien sur le terrain, on la vit tous les jours. Et aujourd'hui, on attend vraiment que les situations s'améliorent pour qu'on puisse mener à terme tous ces projets structurants. Comme les périscolaires qu'on est actuellement en train de travailler. Donc ce sont des projets nécessaires pour le développement du territoire. Par contre, on a repoussé les projets et on est obligé de faire des économies au niveau du fonctionnement pour boucler nos budgets. Certains maires n'ont pas été convaincus par les propos du chef de l'État et ont choisi de quitter l'Élysée bien avant la fin de la rencontre. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. À Mulhouse, le congrès du maïs a rassemblé hier et aujourd'hui près de 500 professionnels du secteur venus de toute la France. L'occasion pour nous de faire un zoom sur sa culture. Dans le Haut-Rhin, le maïs représente 60% des surfaces cultivées. Plus d'explications avec Marine Zis. À part quelques chevreuils, il n'y a plus aucun épi de maïs à l'horizon depuis quelques semaines dans la plaine d'Alsace. À Ensisheim, l'heure est désormais au labourage. Cette année, on a été confronté à des aléas climatiques extrêmes et aujourd'hui encore, la sécheresse nous suit et on se rend compte que la terre est très sèche et donc les outils ont du mal à pénétrer dans le sol. Pourtant, le maïs a été résistant et la récolte plutôt bonne dans le Haut-Rhin cette année. Le département se place même en tête au niveau national en termes de rendement moyen. Mais la sécheresse se fait surtout ressentir au stade suivant lorsqu'il s'agit de transporter le maïs. On est confronté au phénomène des basses eaux. Et aujourd'hui, les basses eaux du Rhin deviennent structurelles et ça devient réellement problématique pour faire naviguer les bateaux avec du maïs vers les industriels situés tout le long du Rhin jusqu'à Rotterdam. Les bateaux ne peuvent charger qu'à un tiers de leur capacité. Cela entraîne des passages de coûts de transport de 9 € en temps normal à 40 € la tonne actuellement. Conséquence, le maïs devient trop cher pour les industriels qui pourraient alors décider d'aller l'acheter ailleurs. Cette problématique a été entre autres abordée au Congrès national du maïs à Mulhouse ces 2 derniers jours. D'autres enjeux à l'échelle du pays ont été mis sur la table, comme l'importation. L'Europe est le premier importateur de maïs au monde, alors que nous pouvons le produire. Mais on ne peut pas être compétitif face à des maïs qui sont produits avec des techniques qui nous sont confisquées. Donc ou bien on reconnaît la pertinence de ces techniques-là et on fait confiance à des scientifiques et on peut les utiliser, ou bien elles sont dangereuses. Si elles sont ennuyeuses, elles doivent être interdites sur le sol français, ce qui peut être le cas, mais aussi à l'importation. Le ministre de l'Agriculture ne s'est pas rendu au Congrès, mais l'Association générale des producteurs de maïs souhaite vivement le rencontrer dans les jours qui viennent pour aborder avec lui les enjeux de la filière. Et place à l'image du jour d'Oliviane.
Il n'y a pas que les villes et villages alsaciens qui se mettent à l'heure de Noël à partir de ce week-end. Le château du Haut-Königsbourg va également se parer des couleurs de Noël avec des touches sonores, l'histoire de Noël dans la région et la cuisine médiévale autour de recettes de pain d'épices. Dans la salle des fêtes, la vaisselle impériale est dressée comme si l'empereur Guillaume II avait organisé un festin imaginaire. Et puis en lien avec le calendrier de l'Avent, quelques personnages de Noël investissent ponctuellement le château en décembre en compagnie d'un crieur venu du Moyen-Âge. Enfin, les 15 et 16 décembre, le château célèbre le solstice d'hiver à travers des visites nocturnes commentées ou théâtralisées. Voilà pour le JT. Merci beaucoup Anna. Place au magazine. Mathieu Chanvillard nous rejoint. Steve Valente, on va parler de boxe. Valérie Zago, le jeune champion avec nous, Akram à midi. Et Fabrice Yélé de la Fondation Age. Ça sera dans quelques instants sur nos aidants. On est ravis d'avoir un membre de l'équipe de France. On parle de boxe de K1 juste après la météo. Les artisans du son à Mulhouse, le spécialiste du matériel hi-fi et vidéo en Alsace depuis 40 ans, vous présente la météo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Eh bien, ça va être un jeudi sympathique, non seulement parce que vous regardez Alsace 20, mais en plus le soleil sera présent absolument partout, certes avec quelques petits passages nuageux, mais rien de méchant. Les valeurs dans la matinée, attention, il fera encore froid, surtout si vous êtes dans le nord du Bas-Rhin avec 0 degré. Il en sera de même à Mannheim, 1 degré seulement à Strasbourg ou encore à Bâle, 2 degrés à Mulhouse et 4 degrés à Colmar ou du centre jusqu'au sud de la région du Bade-Wurtemberg. On passe à l'après-midi, et bien toujours cette alternance entre éclaircies et passages nuageux, absolument partout, et les valeurs dans l'après-midi, eh bien quand même supportable puisqu'il fera 10 degrés dans le Haut-Rhin, 11 degrés ce sera la maximale à Pratteln ainsi qu'à Mannheim, 9 degrés de Strasbourg à Kiel en passant par Fribourg et 8 degrés si vous êtes dans le nord du Bas-Rhin. Votre début de week-end, eh bien toujours des nuages, du soleil et les valeurs qui iront jusqu'à 12 degrés notamment en Alsace. En ce vendredi, nous célébrons les Cléments. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 7h48 pour nous dire au revoir à 16h41. Excellent moment à tous sur Alsace 1 et à demain. Retrouvez les artisans du son à Mulhouse lors du 40e salon de la hi-fi et du home cinéma du 23 au 25 novembre de 10h à 20h. Steve Valente et Akram à midi sont nos invités. On parle de boxe championnat d'Europe. Comment allez-vous ? Très bien, ça va très bien. Équipe de France, Akram ? C'est ça. Comment on fait pour rentrer dans l'équipe de France de boxe ? Il faut boxer, il faut savoir boxer. Faut être le meilleur. C'est ça. Voilà. Steve, vous, grand boxeur, la dernière fois, c'était ces images. Regardez, c'était en 2015 pour nous, nos images, puisqu'après vous avez travaillé un petit peu pour Canal+. On va les découvrir. Un combat qui était très intense, vous vous souvenez ? Ah oui. Et d'un coup, il y a votre adversaire, il fait le saut de l'ange. Voilà, on va le voir. Comment ça s'était passé ce combat ? Très bonne entame de combat. Donc c'était à Strasbourg devant mon public face à un rude adversaire. Et puis voilà, comme dit, ça aurait dû être mon dernier combat. Malheureusement, il y a eu cet incident où il est passé par-dessus le ring. Regardez bien. Hop, voilà. Et là, il est par terre. C'est normal que la caméra bouge. C'était vous, Mathieu, à la cam ? C'était Vincent Bessières à l'époque. Voilà, qui s'est pris. Et là, on le revoit au ralenti. Ah, ouais. C'est rare, ça. C'est extrêmement rare. Ça m'arrive qu'à moi. Et donc, on vous a mis vainqueur. Vainqueur, on a fait le décompte au point, donc vainqueur au pointage, mais malheureusement, je ne pouvais pas rester là-dessus. Voilà, donc après 3 combats. 3 combats, 3 victoires, et après, on a mis un terme à la carrière. Voilà, et maintenant, on se prépare pour le 1er décembre. Qu'est-ce qui va se passer le 1er décembre ? Gros événement de boxe pied-point à Strasbourg. 11 combats internationaux, dont un championnat d'Europe, K1 Rules, avec Akram Hamidi ici présent. Voilà, on a fait les choses bien en espérant régaler le public. Alors on va voir les gars de votre team. Hein. Vous allez nous commenter ces images qu'on voit. C'est juste des images de l'entraînement. Ils seront 5. Le premier. Bilal Sharif, 4 fois champion de France, champion d'Europe de boxe thaïlandaise. Donc ça c'est du très haut niveau et ça va vite. Ça va plutôt vite. Aziz Abdelawi, champion de France, champion d'Europe et champion du monde de boxe française savate, qui fera ses débuts en K1. Ouf, il y a du talent en Alsace quand même là. Hein. Ouais. On continue, ça va être le suivant. Là évidemment le drapeau français. Jérémy Antonio, double champion de France en titre, donc pareil, qui évoluera devant son public. Voilà, pour cette team que vous verrez combattre. Alors lui, c'est un luxembourgeois, Prince Junior, qui est champion d'Europe et champion du monde en titre, en Muay Thai.
Et là, qu'est-ce que ça va vite. Je vois Fabrice Yellé qui fait pas de boxe évidemment, hein. Mais et là on va arriver sur Akram de mémoire, ça va être vos images. Voilà, donc ça c'est le dernier combat au Japon. Akram Hamidi, double champion de France, membre de l'équipe de France, qui aura donc l'occasion de disputer le titre européen professionnel à domicile le 1er décembre. On voit dans les box pieds-points, vous dites il y a boxe taille, il y a K1, mais en quelques mots, les différences, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est permis dans ces deux disciplines? K1, tout simplement, boxe pieds-points où on rajoute les coups de genoux. La boxe thaïlandaise, il y a des saisies en plus et des sections de coups de genoux corps à corps en plus. Coups de genoux, coups de coude. Coups de coude également, c'est vrai. Voilà. Vous allez boxer dans quelle catégorie vous, Akram? Alors je boxe en 55 kg, je boxe le champion en titre WKN, qui est Samuel Andolina, et je le boxe pour le titre, tout simplement. Motivé? Très très motivé. Voilà, il a 19 ans, hein, 2 titres de champion de France professionnel, 1 titre de champion d'Europe amateur, donc c'est bon, le haut niveau, le très haut niveau, vous le connaissez déjà, quoi. Ouais, je le connais très très bien, ça fait 2 ans que je boxe en professionnel, donc maintenant je connais un peu le circuit, j'ai boxé à beaucoup de monde, j'ai maintenant 30 combats pro et semi-pro, donc maintenant j'ai l'habitude, on va dire. On est à moins de 10 jours maintenant du combat, qu'est-ce qu'on fait 10 jours avant le combat? Bah, on continue à s'entraîner, on s'arrête 5 jours avant, et après on se relaxe, quoi. Vous êtes au poids? Je suis au poids. Donc 56 kilos, quoi. C'est ça. Voilà. Pas d'impair, quoi. Il ne faut pas manger, on mange plus qu'on veut, quoi. Au poids, fit, le sport. Que le sport, c'est ce qu'on vous dit. C'est quoi les qualités d'Akram? Parce que quand on a préparé cette émission, on m'a dit, je veux venir avec Akram, ça c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération, je l'ai depuis qu'il est petit. Il a commencé à boxer dès l'âge de 13 ans chez moi. C'est un petit jeune qui est très déterminé. Il est déterminé, il fait des choses de lui-même, j'ai pas besoin de lui répéter. C'est un peu l'élève qu'on aimerait avoir décuplé. En fait, on aimerait avoir que des élèves comme ça, travailleurs qui ne rechignent pas à la tâche, professionnels dans ce qu'il fait, il écoute, il me fait confiance et c'est dans son intérêt que je fais les choses. Il y a un vrai engouement en ce moment pour la boxe pied-poing, on en voit, on en parle de plus en plus. Il y a beaucoup de chaînes chaînes nationales, de télé, qui passent énormément de combats, que ce soit en boxe taille, que ce soit en K1, que ce soit en pied-point en général. C'est quoi, c'est un sport porteur en ce moment qui marche? C'est un sport qui est porteur, c'est de plus en plus diffusé dans les télés. Ça a de plus en plus d'engouement parce que voilà, ça plaît aux jeunes, ça plaît à tout public. C'est quand même un sport qui est tout de même réglementé. Donc oui, c'est du spectacle avant tout aussi. On le retrouve dans les clubs aussi, cet oui, engouement? Énormément, oui. Que ce soit aussi bien en loisir qu'en compétition. Hein. Des gens qui viennent d'où, du coup, d'autres sports de combat ou pas forcément? Alors j'ai des gens qui viennent d'autres sports de combat et j'ai des gens qui viennent de tout milieu, aussi bien des hommes que des femmes. Vraiment, ça touche vraiment tout type de public. Les meilleurs, c'est quoi? C'est toujours les Thaïlandais? Les Thaïlandais, les Japonais. Franchement, le niveau international, il est vraiment élevé partout. Mais il faut savoir qu'on a vraiment un très très bon niveau en France et en Alsace. Voilà. Akram, une petite question encore. Samuel Andolina, ce sera votre adversaire. Ouais. Comment on se prépare? On regarde des vidéos, on regarde ses forces, ses faiblesses? Bah ça, je laisse Steve s'en occuper. Après, établir une stratégie et mettre ça en place à l'entraînement et le jour du combat. Et si vous gagnez, vous êtes champion d'Europe pro. C'est ça. Pas mal, hein? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Vous restez bien sûr avec nous. On est en direct et vous savez que tous les jeudis, Mathieu Chanvillard a quelques humeurs. Ça y est, on y est, nous y sommes, c'est demain, c'est le grand jour, le jour J, le D-Day, le choc tant attendu entre deux mondes, Gilets jaunes contre Black Friday. Yellow Jacket versus Vendredi Noir, une opposition haute en couleur donc. Choisis ton camp, camarade, la lutte sur les routes ou les courses sur le net. Brasero et barrage d'un côté contre conso et super promo de l'autre. Alors c'est vrai, la super consommation d'un côté et de l'autre ceux qui voudraient peut-être surconsommer mais qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus. Ces deux événements qui se télescopent dans le calendrier, ça ne manque pas d'ironie quand même. C'est quand on voit certaines réductions de cette semaine et de ce vendredi, c'est un peu comme on en voit qu'on peut acheter du Nutella à 20% de son prix normal ou une perceuse sans fil double batterie avec son coffret de mèche en titane à 30% de son prix habituel. On se dit qu'il y a peut-être un bug quelque part. Peut-être qu'on pourrait les vendre un peu moins cher aussi tout le reste de l'année. Peut-être qu'on pourrait travailler plus aussi, peut-être qu'on pourrait gagner plus, comme disait l'autre, peut-être aussi qu'on pourrait payer certaines choses un peu moins cher. Par exemple, pourquoi, moi je demande, pourquoi la TVA sur l'alimentation de base, elle est au même taux que sur le billet de cinéma ou le livre. Alors les livres c'est très bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ça remplit quand même pas beaucoup l'estomac, même si c'est un livre de cuisine. Le problème c'est les taxes? Apparemment, le problème, c'est les taxes. Moi, je sais pas trop, je suis pas spécialiste, mais apparemment, on est champion du monde des taxes. Champion du monde, Lionel, une fois de plus. La France est quand même vraiment un pays extraordinaire. On était champion du monde de football, ce qui fait plaisir à Fabrice, évidemment.
Bon, c'est un peu différent quand même. Moi, le titre de champion du monde, je le préférais avec Mbappé, Griezmann, et puis la coupe. Là, avec Emmanuel Macron, Édouard Philippe, bon, ça fait un peu moins rêver sur le papier. Dans les deux cas, il y a un effet. Tout le monde descend dans la rue. Alors bon, en été, c'était pour faire la fête. Maintenant, c'est pour faire la tête. C'est pas tout à fait pareil. Le point commun s'arrête là. Et puis en été, pour être bien avec le titre de champion du monde de foot, il fallait avoir un maillot à 100 € sur les épaules bleues. Là, il faut un gilet jaune à 2,90 €. C'est un peu moins glamour, c'est vrai. Et puis, bon, c'est vrai que Didier Deschamps, autant lui, il pourrait être maintenant personnalité préférée des Français, autant Emmanuel Macron, en termes de popularité, je crois que derrière lui, il reste Karim Benzema et Nordal Lelandais, et c'est à peu près tout. Là où c'est surprenant, c'est que ce phénomène, il a quand même beaucoup pris en Alsace. Alors qu'en Alsace, généralement, en manif, on est nul, il faut quand même le dire, on est aussi bon qu'en rugby ou en corrida. On peut pas être bon partout, en Alsace, on est bon en vin d'Alsace, c'est déjà pas mal, Valérie peut me confirmer. Mais ouais, on est un peu croyant et pratiquant, et pourtant là, curieusement, ça a pris. L'Alsacien, c'est, je pense, parce qu'il aime bouger, et puis se déplacer vite de préférence. Ça s'appelle le syndrome Sébastien Loeb. Et puis dès que ça bloque, on est un peu angoissé. Même mon fils m'a demandé si les Gilets jaunes allaient bloquer le Saint-Nicolas qui arrive début décembre. Il est très inquiet, j'ai pas su quoi lui répondre. C'est mignon. Allez, une image pour finir. Une image pour finir avec cette jolie vue prise depuis la chambre de la clinique Réna à Strasbourg. Qu'est-ce qu'on voit de la chambre? Le commerce d'en face, c'est une agence de pompes funèbres. Alors, ça met pas tellement en confiance, ça peut être pratique, ceci dit. Là aussi, il suffit de traverser la rue pour trouver, à condition bien sûr que la rue ne soit pas bloquée. Et c'est pas un fake, une fake news. C'est vraiment vrai de vrai. Voilà, Mathieu Chanvillard. À suivre, ça sera Valérie Zago. On parle d'un cru. Un grand cru, c'est quoi? Et c'est bien, c'est très bien. C'est formidable et c'est forcément alsacien. Et c'est alsacien. Voilà, Fabrice Yélé, la Fondation Age, vous allez nous parler des différents projets et de ce qu'on peut faire comme ça, les toutes petites choses pour aider les gens et rendre leur vie un petit peu meilleure. C'est juste après ça. Retour sur le plateau avec notre invité Fabrice Yélé de la Fondation Age. On est ravis de vous avoir. Et votre credo, je vais le rappeler aux spectateurs d'Alsace 20, c'est « Luttons ensemble pour rompre la solitude de nos aînés ». C'est plus on est ensemble, plus on est soudés, plus on trouve aussi des astuces quelque part pour accompagner les personnes vieillissantes. Mieux c'est ça ? Tout à fait, parce qu'en fait, le vieillissement, c'est quand même souvent, et malheureusement, plus on avance dans l'âge, synonyme de perte d'autonomie, de dépendance. Et cette situation-là, qu'on pourrait comparer à un sportif blessé, rend la personne isolée socialement, en termes de solitude. Elle est en manque de relations, et puis des fois ce sont même inutiles. Donc ça peut avoir des conséquences des fois dramatiques. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse soutenir ou accompagner des initiatives qui permettent de rompre cet isolement par un peu plus de lien social. Donc ça peut être des petites attentions assez simples, comme rendre des visites, faire de la lecture, ou proposer à des personnes âgées et dépendantes de faire des actions de sorties culturelles, sportives, voir des matchs du Racing. D'ailleurs, le Racing avait fait... Même avec des gens qu'on ne connaît pas, on est bien d'accord. Exactement. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir faire rencontrer des personnes âgées avec d'autres personnes que ceux de la famille. Parce que les familles sont souvent des personnes qui aident naturellement leurs parents. Donc, et souvent, quand les aidants naturels, qu'on appelle les enfants, sont présents au quotidien, les parents se sentent un peu coupables, disent on est en train de leur gâcher leur vie. Donc, du coup, les actions qu'on peut mener également pour les aidants familiaux sont aussi intéressantes à soutenir, car aujourd'hui, c'est vraiment là le sujet pour lutter contre la solitude, c'est aussi d'aider ceux qui aident les personnes âgées dépendantes. Ce que je propose, c'est ce spot. Il y a d'abord 4,5 millions de personnes en France qui aident ou qui vont un jour aider leurs parents, leurs grands-parents, parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. On les appelle les aidants. Regardez. Jeanne a beaucoup de chance. Ses enfants et petits-enfants n'habitent qu'à quelques kilomètres de chez elle. Pourtant, au quotidien, Jeanne est seule. Toutes les 3 heures, une personne de plus de 65 ans met fin à ses jours. Ce soir, ce sera Jeanne. Luttons contre le mal-être et la solitude des personnes âgées. Soutenez la Fondation Age.
Voilà, et avec nous, Fabrice, il est le délégué général de cette fondation H. C'est violent quand même. Hein. Violent, Là, ça nous c'est- ramène aussi à nous, à nos égoïsmes, d'oublier les gens. Vous lancez un appel à projet de petits gestes à faire pour aider. Alors, il y en a certains qui sont bien, alors, j'en sais rien, Akram, ça pourrait être, je vais vous balader, vous montrer un peu comment je boxe, pourquoi pas, ça peut être des petites choses comme ça. Dans les appels à projet, par exemple, quelqu'un disait, et si on donnait un animal dans un EHPAD hein. Exactement, parce qu'il faut arriver à d'un côté faire passer ce temps hein, que les personnes âgées passent dans ces maisons, même s'il y a beaucoup de gens, du personnel souvent dans ces établissements qui sont bienveillants et très efficaces. Hein. Il y a aussi également toutes les familles qui peuvent de temps en temps rendre visite. Mais il faut de l'animation aussi. Il faut de l'animation. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations qui se greffent à des établissements pour organiser des événements. Donc que ce soit des lotos, des sorties ou alors encore des jeux ludiques. Mais l'animal, en fait, a ce côté particulier qui l'apaise souvent. Donc on a vu passer des demandes de projets, ça peut être des aquariums, parce qu'en fait l'aquarium permet... C'est une distraction. C'est une distraction. Alors, il y a d'autres choses, il y a des journées de répit. Donc je vous donne 2 journées de répit par exemple, c'est vous aidez vos grands-parents, etc. Vous en avez un peu, voilà, Bah, c'est oui, ras à la c'est ça. casquette parfois. Hein. Ouais. Et moi je vous donne 2 jours et ces 2 jours-là, je vais les occuper à aider vos grands-parents. C'est ça les journées de répit. Tout à fait. Souvent ça se prépare en 2 temps. Les associations qui permettent de donner du répit aux aidants familiaux vont d'un côté trouver des solutions pour les aider, donc les personnes dépendantes, à les mettre une journée en accueil de jour ou avoir des bénévoles qui s'en occupent. Et d'un autre côté, se faire retrouver tous ces aidants entre eux dans un endroit un peu plus ludique, ça peut être dans la visite d'une ferme, d'un musée ou même un repas. Et là, en fait, ils échangent leurs problématiques et leurs souffrances du quotidien parce que souvent, on dit que les aidés sont moins épuisés que les aidants. Ouais. Donc, la difficulté, c'est quoi? C'est de coordonner justement tout ça, parce qu'on est vraiment sur des comportements individuels, quoi. Je m'occupe, moi, de ma mère, de mon côté, quelle porte je pousse, à qui je m'adresse, qui peut venir me filer un coup de main, qui peut venir me remplacer. Justement, comment vous coordonnez ça avec l'appel à projet? C'est ça l'idée? En fait, l'appel à projet, l'objectif, c'est de pouvoir redistribuer ce que nous collectons toute l'année. Hein. Donc, l'objectif de la Fondation, c'est quand même de mobiliser la générosité du public et de redistribuer cette collecte à des projets qui seront efficaces, efficients hein, et de préférence locaux, puisque AGE, en fait, ça veut dire Alsace Grand Est Senior. Donc, c'est une fondation qui est quand même née en Alsace et alsacienne de cœur et son ADN est vraiment présent. Donc, toutes les initiatives alsaciennes, elles vont passer par nos outils, aujourd'hui qui sont numériques, un site internet, hein, vous soumettez votre projet, vous dites l'objectif du projet, quels sont les besoins que vous avez en argent, souvent, puisque c'est dès qu'on a un peu plus d'argent, on peut faire plus de choses hein, à tous les niveaux. Et là, un comité de sélection qui est représenté de spécialistes de la gérontologie, mais pas que. Également des gens de tout public qui peuvent donner leur avis sur un type de projet. Et ensuite, là, nous redistribuons ces dotations. Appel à projet, c'est donc à lancer en ce moment même directement à la Fondation Age. 30 secondes, Fabrice, sur Fort Wenger, qui est un de vos partenaires. Vous avez lancé une action hier avec eux. Exactement. En fait, c'est la 2e année que nous faisons ça avec la maison Fort Wenger. Ils ont mis un tarif vraiment très préférentiel et ils soutiennent en plus toute la communication autour de cette campagne de vente. En fait, c'est une vente solidaire de biscuits, créments et autres produits alsaciens de la maison Fort Wenger, dont tous les bénéfices sont en fait remis dans la dotation de cet appel à projet. Fondation Age, voilà pour aider les aidants, aider les personnes qui vieillissent, aider celles qui ont du cœur et qui les accompagnent. Vous restez avec nous, on va partir dans nos terroirs maintenant. C'est le meilleur de Apicurien tous les jeudis. Au sommaire, Grand Cru Engelberg, le domaine Bechtold, un petit accessoire pratique et pour finir un très grand Bourgogne rouge. Voilà, alors ça sera évidemment pas pour nos sportifs en ce moment, conditions physiques oblige. Vous nous parlez de ce cru Engelberg. Donc le Grand Cru Engelberg, hein, qui a déjà un très joli nom, puisque ça veut dire colline des anges. Joli. Très joli. Petite surface pour un Grand Cru, seulement 14 hectares 80. D'un point de vue géologique, il se trouve sur une colline fracturée avec 3 failles. Et d'un point de vue terroir, il fait partie de la famille des marneaux calcaires. Une colline fracturée comme ça? Oui, mais c'est géologique. D'accord. Voilà, mais avec 3 failles. Ça influe aussi peut-être oui, sur la qualité? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire de son terroir, justement? Alors, son terroir, c'est des sols qui sont très pauvres,
peu profond, mais par contre avec une bonne homogénéité sur les 14 hectares 80. Ensuite, son sous-sol est extrêmement calcaire, donc ça va donner une acidité fine et élégante au vin. Et autre chose, grâce à une fissure de la roche-mère, le système racinaire va aller en profondeur. Du coup, ça va donner aussi une minéralité au vin. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur la qualité, sur les vins? Alors c'est plutôt des vins de gastronomie avec un très bon potentiel de garde. Oui. Non, je me disais que c'est eux qui vont le goûter après le match, une fois que tu auras les médailles. Hein. Et exactement, du coup, je me suis perdue. Alors, ce sont des vins qui sont plutôt assez droits, avec plutôt secs, avec une belle salinité et toujours avec une structure relativement acide. Et Riesling et Gewürztraminer se comportent magnifiquement bien sur ce terroir. Allez, Valérie, une petite anecdote historique. Alors, historique, les vins du vignoble de Dallenheim, où se trouve l'Engelberg, sont connus depuis plus de 1000 ans. Déjà au IXe siècle, les bénédictins de l'abbaye d'Ornault avaient déjà repéré la qualité de ce terroir. Et on a également des archives fiscaux qui déterminaient que l'Engelberg faisait partie des terroirs de haute qualité. Donc voilà, belle histoire. Ouais, belle publicité aussi pour ce vin-là, s'il a déjà une histoire de plus de 1000 ans, et si les bénédictins en plus s'en délectaient. Le domaine à nous conseiller cette semaine? Alors c'est le domaine Bechtold. On a rencontré Jean-Marie et Jean-Christophe Bechtold. On regarde. Alors, je dirais finesse, élégance et féminité. Dans l'ordre, je vais dire le Riesling, le Gewürztraminer et le Pinot Gris. Sur une base de Riesling, on partirait sur du poisson. Alors, pour un Riesling assez jeune, moins de 5 ans, un poisson grillé serait une bonne idée. Et pour Riesling plus vieux, on pourrait partir sur des poissons en sauce. Dans les 20 dernières années, certainement 2010. C'est certainement l'un des seuls grands crus d'Alsace où on a une ancienne carrière qui permet de voir les 25 premiers mètres d'estrade du sol. C'est la sœur à papa qui m'a offert une 1959, donc que mon grand-père avait faite. Voilà, et l'objet de la semaine. Ce petit carré noir, il pourrait être une autre couleur. Bon, il est noir. Bon, Akram. Petit carré avec une ouverture. Aucune idée, Akram? Aucune. Steve? Ça, c'est quand on est trop bon et qu'on peut boxer que d'un œil. Ah, c'est pas mal, ça. Ça pourrait être pas mal. Fabrice? Je dirais que c'est peut-être le peignoir d'une bouteille. Alors, on n'en est pas loin. C'est pas un peignoir, mais effectivement, en fait, c'est un litho de service. Donc vous le mettez de cette manière. Rapprochez-le qu'on le voit bien, de vous, voilà. Vous le mettez de cette manière. Évidemment, on part du principe que cette bouteille est un vin blanc qu'on va mettre dans un seau à glace, n'est-ce pas? Ou un effervescent. Ça permet, quand vous sortez la bouteille, de l'essuyer. C'est ce qu'on appelle un litho de service. Habituellement, il est plutôt blanc. Il se met sur le bras et il se met à côté du seau. Là, tout est sur la bouteille et ça permet de faire comme une jupette au-dessus du seau à glace. D'accord. Voilà. C'est ce que met un boxeur juste avant de rentrer sur le ring. Exactement. Comme ça, c'est un litho de service. Voilà. Donc c'est un litho de service. On aura appris un nouveau mot. Allez, un petit coup de cœur. Alors, mon petit coup de cœur de ce soir, qui est un grand coup de cœur et pas un petit coup de cœur, on est en Bourgogne, Côte de Nuit, proximité de Gevrey-Chambertin. 100% Pinot Noir. C'est un grand cru, un premier cru Fissin, premier cru. Le Clos Napoléon, qui est un monopole de la maison Pierre Gelin. En monopole veut dire qu'il appartient uniquement à cette maison. C'est seulement 2 hectares, donc c'est peu de bouteilles. C'est un millésime 2014. C'est un jeune millésime. Il faut attendre quelques années avant, au moins 4 à 5 années avant que le nez souffle, ce qui est un peu austère sur sa jeunesse. On peut passer à côté ce très grand vin. Il faut être patient. C'est un 2014, il faut encore attendre au moins 4 ans? Au moins 4 ans. En général, les Fissins, premier cru en Clos Napoléon, ce vin, c'est au bout de la 7e année où on commence à se révéler. Il commence à se révéler. D'accord. Là, le nez va s'ouvrir sur effectivement des notes de truffe, des notes de cacao, des notes de menthol, des notes de fleurs, sur de la pivoine, également de la violette, des fruits noirs, des fruits rouges, très gourmands. En bouche, il y a une bonne attaque minérale, donc énormément de finesse. Mais c'est un vin qui est dense, qui a de la charpente. En bouche, vous allez retrouver également des fruits rouges.
une belle finale hein, sur des épices, toujours avec cette note un peu truffée. C'est un très très grand vin Prix de la bouteille, Bourgogne, quand même. 40 €. Mais C'est ça du très reste, grand vin. c'est un très grand vin, mais qui reste dans le registre des très grands vins sur la fourchette basse. Hein. Et c'est pour les amateurs de Bourgogne, il faut absolument goûter Fissin en premier cru Napoléon. C'est sur apicurien.fr que vous retrouvez toutes ces informations. Merci beaucoup Valérie. Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, une petite minute avec nos invités Steve Valente et Akram à midi. Akram, équipe de France, basketteur, boxeur ici alsacien. Il y a du haut niveau ici en Alsace. On est une terre pugilistique. Ouais, il y a du très très haut niveau. Il y a beaucoup de boxeurs pros et semi-pros qui ont évolué et que je connais depuis des années. Comment vous êtes arrivé vous à la boxe? Mon grand frère a commencé avant moi, donc après ça je l'ai suivi, tout simplement. Et c'est devenu une passion et vous avez surtout le talent, quoi. Ouais, je crois. Ouais, nous on va croiser les doigts, on va vous dire merde, c'est le mot de Cambronne qui porte chance. Je termine avec vous, rappelez-nous un petit peu le programme, Steve, de ce 1er décembre, Kewan. Donc samedi 1er décembre, au gymnase de la Rotonde, pour toute personne souhaitant voir du grand spectacle et de beaux combats, de belles oppositions. Ça sera l'événement de ne pas louper. Voilà, on peut encore y aller. Oui, on peut encore y aller, il reste quelques places disponibles. Voilà, je ne sais pas si on peut encore nous remettre juste l'affiche, histoire de voir les 5 combattants de la team Valente que vous découvrez. Merci beaucoup à vous, bonne chance, bonne route pour ce combat. Mathieu, forcément, en parlera le lundi dans Top Sport. Lundi soir dans Top Sport. Voilà, merci Valérie, Mathieu. Je vous libère également Fabrice. Et nous, on va repartir dans l'actualité maintenant avec le magazine du logement et de l'habitat, évidemment. On parle de chauffage, c'est d'actualité. Les chaufferies tournent à plein régime actuellement et vous allez voir que la Cibar innove avec des chaudières qui sont aujourd'hui connectées. On n'arrête pas le progrès, on peut les piloter à distance, on peut même les piloter individuellement dans les logements de chacun. Reportage Fanny Kunz. Pouvoir mieux consommer son énergie et observer sa consommation en direct, une utopie plus à la société immobilière du Bas-Rhin. Depuis la mise en route de la chaufferie à granulés de bois de Lameno, il y a tout juste un an, un système de pilotage à distance y a été installé. Objectif, observer tout dysfonctionnement pour pouvoir intervenir au plus vite. Un dispositif exemplaire qui fait ses preuves puisque la Cibar permet aujourd'hui à un certain nombre de ses locataires de suivre leur consommation énergétique en direct. Un système de chauffage nouvelle génération installé depuis peu sur plusieurs sites barinois. Nous sommes donc situés à Vasselonne, où nous avons une chaufferie collective pour alimenter à terme 32 logements. C'est une chaufferie avec une cascade de 2 chaudières qui vont donc travailler en alternance ou les deux en même temps pour pouvoir réguler correctement la puissance. On va chauffer tout simplement de l'eau qui va circuler jusqu'au logement pour faire dans le logement et de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Alors cette installation est pilotée et supervisée à distance depuis n'importe quel endroit dans le monde par un accès informatique. En fonction de son ressenti, chaque locataire peut faire varier la température de son logement grâce au robinet thermostatique de ses radiateurs. Des informations qui seront transmises à la Cibar grâce à des sondes d'ambiance installées dans les logements. Ces sondes sont reliées à un boîtier central dans la chaufferie qui transmet toutes les informations au serveur informatique de la Cibar. Le but d'une supervision et d'un pilotage, c'est tout simplement de pouvoir allumer, éteindre, contrôler le bon fonctionnement d'une chaudière à distance. On pourra vérifier la température de l'eau, on pourra vérifier le bon fonctionnement de la chaudière, on pourra tout simplement vérifier que dans temps et temps d'heure, il faut vider le cendrier. Et le locataire pourra à terme visualiser sa consommation depuis un smartphone ou depuis un écran d'ordinateur.
La Cibar, un logiciel innovant, rassemble et traite toutes ces informations. Chaque chaudière, mais aussi chaque logement équipé de ce nouveau dispositif sont soigneusement répertoriés. Des historiques, mais aussi des graphiques de consommation en direct sont modélisés. Une façon pour la Cibar de rendre les locataires plus attentifs à leur consommation et leur budget énergétique. L'objectif principal, c'est de la maîtrise de la consommation d'énergie. Quand je pilote à distance, j'ai la possibilité d'adapter le régime de la chaufferie aux conditions climatiques extérieures et de moduler les puissances qui sont délivrées et du coup les consommations. Deuxième objectif, c'est de fournir une meilleure qualité de service aux locataires. S'il y a un dysfonctionnement sur la chaudière, je peux le détecter à distance et agir dessus avant même que le locataire ne s'en aperçoive. Nous pouvons visualiser des courbes de température ambiante dans le logement, les consommations d'énergie. Et au niveau de la chaufferie, je peux observer la pression dans les pompes, je peux observer les températures de départ, les puissances délivrées par des chaudières et la température de retour. Avec un recul de près d'1 an grâce à la chaufferie de l'Améno et de plusieurs mois sur les derniers sites équipés, la Cibar se veut avant-gardiste en matière de pilotage à distance de ses chaufferies sur le territoire. Le plus gros du travail reste encore à faire autour de l'éducation des locataires à l'économie d'énergie. L'intérêt, c'est d'y aller le plus loin possible, même au-delà des exigences réglementaires en matière de virtuosité en consommation d'énergie et de maîtriser au maximum les consommations d'énergie. Par ce système, nous espérons parvenir dans un futur très proche à inciter les locataires à adapter les appels de charge aux consommations réelles du locataire et de cette façon inciter les locataires à être à leur tour vertueux en matière de consommation d'énergie. À terme, la société immobilière du Bas-Rhin souhaite équiper l'ensemble de son parc immobilier avec ce dispositif innovant.